Nous allons donc nous interroger sur la consommation et plus particulièrement sur ce qu'on pourrait essayer de définir comme une nouvelle consommation. On verra probablement que les tendances qui pourraient la traduire sont très souvent très opposées ou contradictoires, mais c'est tout le thème de ce débat. Et puis nous essaierons de voir aussi comment dans la problématique générale de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, cette nouvelle consommation peut participer à une nouvelle dynamique mondiale qu'il est aussi question d'identifier et en quoi elle peut nous permettre d'envisager un lever de soleil à l'ouest, puisque c'est le thème paradoxal de ces rencontres. Alors vous savez que la difficulté principale de l'exercice réside dans la gestion du temps. Elle est essentielle si nous voulons avoir l'occasion et le loisir de débattre ensuite entre nous et avec vous, bien entendu. Donc je demanderai à tous nos interlocuteurs de tenir les délais qui leur ont été préalablement fixés, même si apparemment l'un d'entre eux est victime d'un retard de son avion qui arrive du Ghana, ce qui fait que nous pourrions avoir un peu plus de latitude s'il arrive effectivement en retard, mais rien n'est sûr à l'heure où je vous parle, donc il faut que nous nous tenions à la discipline prévue. Je vous présenterai dans un petit moment l'ensemble de nos intervenants et de l'horizon d'où ils viennent. Vous allez voir que c'est très varié. Je laisse pour commencer à Dominique Roux du Cercle des économistes le soin de présenter cette session. Merci, cher ami. Est-ce que j'ai un micro? Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la crise économique que nous connaissons est en train de modifier les comportements des consommateurs, mais contrairement, semble-t-il, à certaines idées reçues, crise ne rime pas forcément avec baisse de la consommation. Selon le dernier rapport de l'Observatoire CTLM, qui se penche depuis plusieurs années sur les attitudes de consommation dans une douzaine de pays européens, le désir des consommateurs aujourd'hui n'est pas de consommer moins, mais de consommer mieux. L'heure n'est pas forcément à la décroissance, mais à des comportements nouveaux, plus responsables, comme une rationalisation des modes de consommation, une prise de conscience écologique à travers une consommation verte, une recherche des biens d'occasion avec l'apparition de ce qu'on appelle le conso-vendeur, qui conduit à une sorte de recyclage, j'allais dire, lucratif, sans oublier la recherche de produits moins chers via Internet. Aujourd'hui, on peut dire que la consommation ne se segmente plus seulement en fonction du revenu, mais aussi selon la valeur ajoutée de l'acte d'achat. Le consommateur est prêt à dépenser plus lorsqu'il trouve une valeur supplémentaire et dans le cas contraire, il se tourne vers le hard discount ou le e-commerce pour dépenser le moins possible. Cette nouvelle consommation trouve son origine dans différents facteurs, dont 4 ont une importance particulière. La crise économique récente, bien sûr, qui renforce le sentiment ou la réalité de dégradation du pouvoir d'achat et l'incertitude face à l'avenir et met en lumière une nouvelle consommation engagée avec, on peut dire, ce qu'on appelle aussi des consommateurs. La crise écologique qui génère une prise de conscience accrue des problèmes environnementaux en mettant en cause la responsabilité individuelle, la crise de sens qui conduit à un besoin de lien social et une recherche de points de repère, enfin, la révolution numérique qui donne un rôle plus important et un pouvoir plus grand aux consommateurs. Ces nouveaux types de comportements reflètent une mutation du marché traditionnel. On ne retrouve pas dans la consommation insouciante, j'allais dire, des années 60, ce qui se traduit par un nouveau mode d'acquisition des biens et des services qui prend des formes variées, consommation sobre, sans gaspillage, consommation de proximité, consommation de circuits courts avec les locavores, consommation solidaire en insistant sur la valeur d'usage, une consommation non propriétaire, le pouvoir plutôt que l'avoir dans une économie de partage, où on en parlera tout à l'heure, la location prime sur la possession. On se dirige finalement vers un marché plus social qui découle d'un sentiment de responsabilité et d'obligation réciproque que les individus éprouvent les uns envers les autres. C'est pourquoi les changements de valeur vis-à-vis de la consommation s'expriment à travers de nouveaux concepts qu'on présente souvent en forme de slogans comme le boycott à l'envers, le shopping volontaire, l'adbuster,
contre l'hégémonie des grandes marques, le no-marque, le no-name, le no-logo, le book crossing, le slow food, le slow travel, etc., que vous connaissez bien. Une nouvelle forme de consommation est bien en train de naître. Elle ne pourra qu'entraîner de profondes mutations dans la conception des produits, les modes de distribution et la manière de conquérir le consommateur. Alors pour présenter, et puis je laisserai tout de suite la parole à notre guide, Luc Évrard d'Europe 1, pour présenter ce thème particulièrement vaste, nous allons tout d'abord écouter Iseult Coste, la présidente fondatrice de 1000merci.com, la pionnière en France de la publicité et du marketing interactif et qui, depuis une dizaine d'années, avec le succès que l'on connaît, propose des solutions innovantes aux entreprises pour améliorer leur approche du consommateur. Mais avant de lui laisser la parole, j'ai une petite émotion car elle a été, vous le savez peut-être pas tous, mon élève, et donc je suis très flatté de lui donner la parole aujourd'hui pour qu'elle ouvre cette séance. Iseult, à toi. Je vais présenter nos autres invités, Dominique, si vous voulez bien, avant de sûr. laisser la parole à Iseult, mais je comprends votre enthousiasme de professeur comblé. Donc après... C'est la récompense des professeurs, car on est payé par le succès de nos élèves, voilà. Alors, vous mettez la barre très haut pour elle après, en même temps. On va l'écouter dans un instant. Après Iseult, Robert Rochefort, économiste, grand spécialiste de la consommation, qu'il a longtemps observé et analysé en tant que directeur général du CREDOC, le Centre de recherche et de documentation sur les conditions de vie. Il vient de créer l'OPSOCO, Observatoire de la société de la consommation. Robert Rochefort est également député européen. C'est un point de vue européen, donc, qu'il nous donnera sur la consommation et en particulier la nouvelle consommation. Ensuite viendront les représentants d'autres représentants du monde de l'entreprise. Joseph Piqué-Icamps, qui est ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, espagnol et catalan, aujourd'hui président de Pangea 21 et de la compagnie aérienne Vueling Airlines, qui se présente non pas comme une compagnie low cost, mais comme une compagnie de nouvelle génération. On verra ce qu'il entend par là. Herman Chineri Essé, qui nous vient du Ghana, qui est en retard, je vous le disais, on espère qu'il sera des nôtres à temps. Il est souvent présenté comme un Bill Gates africain. Herman Chineri Essé a d'abord fondé Soft Tribe, qui est une société qui produisait des logiciels en Afrique adaptés à ce marché. Il s'est plus récemment lancé dans l'aventure Shop Africa 53.com, qu'on compare d'ores et déjà à un eBay africain. Il nous dira d'ailleurs si toutes ces comparaisons sont pertinentes. Moral Chibou, un homme de marketing passé par France Télécom, T-Online, EDF, aujourd'hui directeur général d'Autolib, le service d'automobile partagé qui fonctionne depuis maintenant 6 mois à Paris et alentour. Nous reviendrons ensuite au point de vue du consommateur avec Esther Gourouma. Après une vingtaine d'années dans l'humanitaire, USAID, l'UNICEF, Esther Gourouma a rejoint Fairtrade International, la grande organisation du commerce équitable, dont le label fait autorité dans le monde et qui n'est pas toujours facile de défendre contre un certain nombre de contrefaçons très à la mode, elle nous le dira plus complètement tout à l'heure. Enfin, Marc Guillaume, du Cercle des économistes, également fondateur des éditions Descartes et compagnie, dont le regard acéré nous permettra, la clairvoyance nous permettront une présynthèse avant l'ouverture de notre débat. D'abord donc, Iseult Coste, ou comment la consommation du numérique nourrit de plus en plus et détermine la consommation tout court. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là. Effectivement, Dominique a un don pour mettre de la pression comme ça, donc je suis très heureuse d'être ici. Alors effectivement, moi je vais parler de l'aspect interactif puisque je connais absolument que ça depuis une quinzaine d'années, on va dire maintenant. Et finalement, quand on regarde on va dire les outils interactifs, le web, le mobile, les tablettes plus récemment, ça a bouleversé la consommation, en premier lieu la consommation de médias. Là, les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, pour les gens qui consomment du web fixe, ils passent 113 minutes par jour sur le web fixe. Et pour ceux qui consomment de l'Internet mobile, ils passent 116 minutes par jour sur de l'Internet mobile. Et leur consommation d'Internet fixe n'a baissé que de 20%. Donc chaque fois qu'on ajoute
un device, un accès, on ajoute de la consommation en ayant finalement très peu de cannibalisation de la consommation antérieure. Donc quand on voit ces chiffres, on voit que la consommation média a énormément évolué. Je pense que les gens qui sont abonnés Orange hier se sont rendus compte à quel point leur consommation et leurs besoins, quasiment leur dépendance à l'outil avait pris de la place dans leur vie et donc mécaniquement dans leur façon de consommer également. Alors, il y a plein de facettes à ça. Une facette qui est très visible, c'est l'aspect communautaire de cette consommation, avec évidemment Facebook, qui est quand même, en termes d'usage, si on se remet, l'autre jour, je reprenais des slides, janvier 2007, c'était il n'y a pas tellement de temps, l'iPhone n'était pas sorti, Facebook avait 3 mois d'existence. On voit aujourd'hui l'impact que peut avoir ce réseau sur la consommation, c'est étonnant. L'aspect de consommation communautaire, on le voit très bien aussi sur les avis de consommateurs. Sur un site marchand, quand on met des avis de consommateurs, on a un incrément de conversion qui oscille entre 15 et 20%, en fait. Ça veut dire que cet incrément-là, elle est bien due à la confiance que les individus portent à leur pairs. On en parlera, je pense, après, mais c'est très nouveau dans la... Isolis, explique-nous un incrément quand même de consommation. Ça augmente la consommation, le taux de transformation du site, en fait, par rapport... on fait des tests, en fait. On met des sites où d'un côté, on met des avis de consommateurs sur le site et de l'autre côté, on ne met pas d'avis de consommateurs et on calcule la différence de taux de transformation entre les deux écrans, les deux magasins, si on veut. Et l'impact est extrêmement important, peut-être dans l'aérien. C'est d'ailleurs on a beaucoup d'exemples dans tout ce qui est travel, où les avis de consommateurs ont des gros, alors plutôt dans le séjour peut-être que dans l'aérien, mais c'est vraiment très impactant sur les taux de transformation. Transformation, c'est le passage à l'acte d'achat. Tout à fait, par les taux de conversion, par le fait d'acheter. L'aspect communautaire, avec une autre facette, des choses comme Pinterest, qui est un autre type de réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés dessus, avec des croissances incroyables, des espèces de murs comme ça, où on met des idées, on met ce qu'on aime. Donc vraiment un aspect communautaire qui se développe, et surtout de manière sous-jacente à ça, une vitesse d'adoption des innovations par les consommateurs qui est de plus en plus stupéfiante. Quand même, un chiffre intéressant, c'est Instagram. En 18 mois, ils ont eu 30 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si on a dans la salle. Instagram, c'est en fait, c'est, on va dire, de la retouche et du partage de photos. C'est adossé à Facebook, très lié au mobile. Mais 30 millions d'utilisateurs en 18 mois d'un service, il y a 10 ans, c'était juste... absolument inconcevable d'arriver à faire ça. Les chiffres que présente Facebook non plus. Donc, cette consommation, cette évolution de la consommation, elle est quand même sous-tendue par une vitesse d'adoption des innovations des consommateurs qui s'accélère d'année en année et qui, pour les entreprises, est compliqué à suivre. Par exemple, Airbnb, Airbnb, c'est un site où les gens peuvent louer des chambres chez d'autres gens. Donc c'est un circuit complètement désintermédié. On reparlera sûrement de la désintermédiation qui est un autre corollaire des médias interactifs et qui impacte beaucoup la nouvelle consommation. Mais Airbnb, ça permet donc aux individus d'aller louer des chambres chez des gens qui avant louaient pas du tout leurs chambres, et donc de rentrer sur le marché de l'hôtellerie avec des taux de croissance qui sont pas loin de ceux d'Instagram, donc des taux de croissance absolument stupéfiants, et un service qui est mondial en quelques mois. Donc cette vitesse-là,
on voit bien qu'il y a 15 ans, les entreprises apportaient l'innovation et les consommateurs adoptaient cette innovation. Aujourd'hui, on a l'impression, même, on est sûr, les consommateurs sont devant beaucoup d'entreprises et les entreprises essayent de s'adapter à leur nouveau mode de consommation. Alors après, il y a des gens en avance. Je pense que Autolib, avec Moral, est un bon exemple de vraie innovation apportée aux consommateurs. Mais très certainement, la vitesse d'adoption de cette innovation qu'a apportée Autolib, elle a été accélérée parce que les consommateurs ont l'habitude d'accepter plus vite des modifications de leur comportement et de leur consommation à cause des médias interactifs. Et enfin, donc, quand nous on accompagne pas mal d'entreprises et je pense qu'il faut de plus en plus d'humilité aujourd'hui quand on essaye de répondre. En fait, aujourd'hui, il faut s'adapter au comportement des consommateurs et il ne faut pas manquer d'humilité et pas vouloir leur imposer des choses parce qu'ils ont des usages qui sont assez imprévisibles. Je pense qu'on aurait, il y a 2 ans, on aurait montré Instagram dans cette conférence et on aurait fait un sondage pour savoir combien d'utilisateurs auraient Instagram dans 18 mois. Je ne suis pas sûre qu'on serait tombé sur 30 millions de manière unanime, quoi. Je pense qu'on aurait été plutôt peut-être 1 million, 2 millions. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport aux consommateurs qui vont vite et à mon avis, qui sont pas prêts de ralentir. Il y a une étude américaine qui est sortie là, qui est assez rigolote. C'est une mise à jour, parce qu'il l'avait déjà fait l'année dernière, mais sur les enfants de 2 à 5 ans, on en a 58% qui savent jouer sur un jeu. Donc en fait, ils ont proposé 10 activités à des enfants de 2-5 ans, à pas mal d'enfants. Donc il y avait jouer sur Internet, utiliser une application smartphone et plein de choses. Et donc 58% savent utiliser le web et faire un jeu avec, des 2-5 ans. 19% savent jouer avec une application smartphone et seulement 9% savent nouer leur lacet. Donc on voit bien qu'on a quand même une modification tout petit de la façon dont les consommateurs d'aujourd'hui et a fortiori de demain vont appréhender ce qu'on va leur proposer et appréhender la façon qu'ils auront de consommer. Au-delà qu'il vaut mieux sûrement faire des chaussures à scratch, on a quand même une nouvelle population qui risque d'aller encore plus vite que la précédente. Déjà qu'on a du mal à suivre la précédente, il va falloir beaucoup d'agilité. Merci beaucoup, Isolis. Vous aviez quelque chose à ajouter, Dominique? Je voudrais qu'Isolis nous dise quand même quelques mots sur sa société, parce qu'on a l'impression qu'elle bricole dans un garage avec 2 ou 3 collaborateurs. Pas dans un garage, mais dans une chambre de bonne. Alors dis-nous quand même ce que représente la société en France et à l'étranger. Je te remercie de me dire que je donne l'impression de bricoler dans un garage, parce que je suis en t-shirt, c'est ça? Alors oui, non, mille merci. C'est une société qui a 12 ans. Moi, je viens du monde de la recherche académique, donc ici, je suis ravie parce que j'ai la chance de revoir des vrais chercheurs, ce que je ne suis malheureusement plus. Même si 20% de nos dépenses, c'est de la R&D, donc quand même, on continue à investir pas mal. Donc, mille merci, opère aujourd'hui dans 26 pays. On a ouvert une filiale aux États-Unis il y a quelques mois et on est à peu près 250 collaborateurs. Et on est coté en bourse depuis 2006 parce qu'on a des métiers où on fait pas mal d'investissements. Voilà, et on a la chance d'accompagner des annonceurs dans leur stratégie de conquête et de fidélisation sur les médias interactifs. Et voilà, on a la chance par exemple d'accompagner Autolib avec Moral, qui est un sujet absolument passionnant. Et avec un succès que vous lui connaissez, mais qui est étonnant justement dans un nouveau mode de consommation qui est très en rupture par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant et où je pense que les médias interactifs ont un vrai rôle dans la vitesse d'adoption et dans le lancement d'une innovation telle qu'Autolib. Merci beaucoup, Isolis Cost.
Elle est formidable. Digne de son professeur, puisque non seulement elle tient les temps, elle nous fait une intro totalement spectaculaire et frappante à la thématique du jour, mais en plus elle fait le teasing pour les interlocuteurs qui vont venir et les intervenants qui vont parler après elle, donc c'est tout à fait bien. Impact spectaculaire du numérique, émergence d'un nouveau type de consommateur, c'est ce que je retiens en 2 lignes de ce qui vient d'être dit. Robert Rochefort, est-ce que vous, l'Observateur européen de la consommation, vous accréditez cette thèse pour l'ensemble du continent qui est le nôtre? Oui, oui. Voilà, oui. Oui. Donc c'est un oui. Je voudrais donc simplement, puisque notre table ronde s'appelle une nouvelle consommation. En général, on met un point d'interrogation, là, on n'en a pas mis un, mais bon, et nous sommes dans une réunion d'économistes. Donc je voudrais qu'on essaye de voir qu'est-ce qui fait système dans cette nouvelle consommation. Et pour démarrer, je voudrais partir des 4 crises que Dominique Roux a signalées en introduction et qui ont comme caractéristique d'être des crises durables. Ce ne sont pas des crises conjoncturelles. Et comme nous sommes dans un raisonnement entre économistes, ou en tout cas en point de départ, il faut évidemment qu'on parte de la base en économie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat pour la consommation. Et Dominique Roux a eu cette phrase, qui est d'ailleurs écrite dans son introduction. Il indique que, alors je cherche la phrase, le sentiment, il a dit oralement le pouvoir d'achat, puis c'est repris, ou le sentiment de dégradation du pouvoir d'achat. Et donc, nous sommes toujours devant ce débat avec les économistes de savoir s'il y a vraiment dégradation du pouvoir d'achat ou s'il y a sentiment de dégradation du pouvoir d'achat. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais dire que la vraie nouveauté en matière de consommation, qui maintenant date d'il y a quand même une vingtaine d'années, probablement, ça a été l'arrivée de ce qu'on a appelé, nous les économistes, la montée des dépenses contraintes. C'est-à-dire que les consommateurs se retrouvent de plus en plus avec une part de leur budget de consommateur qui est préemptée au début du mois par soit des dépenses, des chèques qu'ils sont obligés de faire, soit des prélèvements sur leur compte en banque. Et comme ils ont de plus en plus de part de cette consommation qui est contrainte, la consommation libre, c'est-à-dire la différence entre le pouvoir d'achat et la consommation contrainte, diminue. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un accident dans le pouvoir d'achat ou le désir d'une consommation supplémentaire, on se heurte à ce seuil devenu quasiment incompressible, en tout cas à très court terme, des dépenses contraintes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir pourquoi on est arrivé à des dépenses contraintes au-delà de ce que sont les dépenses qu'on pourrait appeler d'utilité, comme le gaz, l'électricité, etc. On est arrivé avec la montée des dépenses contraintes, d'abord avec les programmes de télévision payants, si vous vous en souvenez, avec cette fameuse situation que peut-être certains d'entre vous ont connue, qui est qu'on n'arrive pas à se désabonner de Canal+, puis ensuite avec toute la téléphonie, puis ensuite avec Internet. Et ensuite, ça s'est communiqué dans d'autres secteurs. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que pour les entreprises commerciales, les dépenses contraintes et le fait de transformer en abonnement une consommation, ça génère une rentabilité extraordinaire. Ça crée une fidélité de fait, et ça permet une marge absolument considérable. Et ça permet de nourrir une rente. La construction des marchés avec dépenses contraintes nourrit des rentes. On en voit l'exemple en vraie grandeur depuis quelques mois, avec Free qui arrive et qui casse l'oligopole, et qui fait qu'on se retrouve avec, d'un seul coup, le fait qu'on peut avoir un forfait à 20 €, il ne marche pas toujours parfaitement, mais là où des gens pouvaient avoir des forfaits équivalents qui étaient à 60, 70, 80, voire plus en termes d'euros. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que là, ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant ça, les opérateurs d'entreprises de consommation ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient encouragé quelque chose qui s'avère aujourd'hui un des changements les plus majeurs dans les modes de consommation, qui est la dématérialisation. Et la dématérialisation, finalement, qui est amplifiée par les nouvelles technologies, et donc là, je ponte évidemment avec l'intervention précédente, mais je voudrais dire qu'au départ, elle n'est pas liée à quelque chose de technologique, elle est liée à quelque chose de commercial, c'est-à-dire à la capacité d'avoir des clients captifs. Et alors cette dématérialisation, qui est une dématérialisation à 2 égards. D'abord, il y a une dématérialisation, dans l'acte commercial lui-même, et ensuite, il y a une dématérialisation dans l'objet qui est le support de la consommation, qui dans un premier temps ne vous appartient plus
ou bien n'est plus payé à son coût d'acquisition, c'est le cas par exemple du téléphone portable ou du smartphone, donc, comme on dit, et qui maintenant, alors là on se jumelle avec les nouvelles technologies, devient en même temps un bien tangible qui disparaît, qui est invisible, qui n'a plus d'utilité. Quand on télécharge de la musique, légalement ou illégalement, on n'a plus besoin d'avoir le CD. Donc il y a une dématérialisation qui va jusqu'à son terme. Et ça, c'est la tendance de fond dans les changements de comportement de consommation, qui amène évidemment une ouverture extraordinaire dans laquelle il y a une sorte de compétition, comme toujours en économie, entre le principe de rente d'un côté et le principe d'innovation de l'autre, avec le fait que ça gagne dans plein de secteurs. C'est ça la chose qui est, à mon avis, la chose la plus importante, et qui ensuite va venir être amplifiée par différentes caractéristiques. En particulier, parce que j'avais écrit un livre en 97, donc c'est pas récent, qui s'appelle « Le consommateur entrepreneur », dans lequel déjà j'avais développé ce qui me semblait important, qui était l'acquisition des compétences professionnelles des acteurs individuels dans leur métier de consommateur. C'est-à-dire le transfert d'un savoir-faire dans leur fonction de consommateur de quelque chose qu'ils avaient acquis sur le terrain professionnel. Et qui là, c'est totalement généralisé. Alors, dans cette question arrive à la fois la question du pouvoir d'achat macroéconomiquement, avec ce que je viens de dire sur la façon de résoudre l'apparente contradiction entre non-baisse jusqu'à présent du pouvoir d'achat et sentiment de baisse du pouvoir d'achat, mais évidemment derrière cet indicateur macro se cachent des accroissements bien connus d'inégalités de revenus qui font que pour des segments importants de la population, il y a vraiment baisse de pouvoir d'achat. L'arrivée, de ces compétences professionnelles, le désir de consommer plus, qui fait que, à la suite de cette montée des dépenses contraintes, on est en train de basculer vers une consommation qui va jouer jusqu'au bout la dématérialisation et qui va déboucher sur ce qu'on appelle, dans le langage d'économiste aujourd'hui, un retour au principe d'utilité et vers une consommation qui s'achemine de plus en plus comme étant une consommation dite des effets utiles. C'est-à-dire dans laquelle que cette utilisation soit physique, réponde à un besoin, ou que ce soit une utilisation immatérielle liée à un vêtement, par exemple. On voit apparaître sur des vêtements aujourd'hui des vêtements de mode, donc des vêtements avec une composante immatérielle très forte, qu'on va se précipiter pour revendre quand on ne le voudra plus. Donc le principe de la revente est un principe en fait qui accrédite la notion de priorité à l'usage sur la possession, donc qui se met en place dans de nombreux domaines. Donc c'est avec les deux registres sur la revente, c'est-à-dire à la fois je suis un consommateur qui devient vendeur en revendant, et quand j'achète d'occasion, je suis un consommateur qui achète d'occasion. C'est-à-dire qu'il y a les deux moments où je gagne en pouvoir d'usage. Je ne sais pas s'il faut dire en pouvoir d'achat ou en capitalisation de mes biens, puisque les biens, quand je les ai vendus, je ne les ai plus, et quand j'achète d'occasion, ils n'ont pas la même valeur a priori que si je les ai achetés neufs. Et à ça va s'additionner un certain nombre d'autres comportements nouveaux de consommation qui vont être fondés autour de la mutualisation, qui vont effectivement faire écho également aux questions de réseaux sociaux, mais pas seulement. Ça peut être des réseaux de très très grande proximité, ça peut être des réseaux de voisinage, ça peut être le partage, avec un voisin de palier, donc il n'est pas forcément mon ami sur Facebook, mais je peux partager, un bien utile avec mon voisin de palier. Ça peut être du partage qui est lourd à faire directement par les consommateurs, mais là, les pouvoirs publics peuvent servir d'accompagnateurs, d'abord dans une logique de subvention de ces logiques de partage, c'est le cas de Vélib et d'Autolib, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de choses ne sont pas possibles sans qu'il y ait un acteur public qui organise, qui aide à ce que ça se fasse, mais vous voyez que là aussi, il y a l'idée, alors le mot est un peu abusif, mais je l'utilise pour qu'on comprenne, d'une productivité de l'usage du produit. Un Vélib, par exemple, c'est clair que normalement, ça sert plus d'heures par jour que le vélo qu'on a chez soi et qu'on utilise. Et puis ça amène, d'autres types d'avantages. Le fait de ne pas être obligé de le ramener chez soi si jamais il pleut et on rentre par transport en commun. Il faut conclure, Robert. Alors je conclus. Alors ça, c'est la tendance fondamentale. Et évidemment, tout ce qui n'existe pas par rapport à cette tendance donne lieu au développement massif du discount, du super discount. Alors, je m'arrête parce que c'était l'essentiel de mon message était là. On reviendra peut-être dans la discussion derrière. J'aurais pu vous dire des choses sur effectivement l'Europe, sur la façon dont ça se passe pays par pays, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. Je veux simplement dire que, alors, l'idéal de l'Europe,
c'est de dire toutes ces nouvelles tendances de consommation sont bonnes parce qu'elles amènent de la concurrence, elles amènent donc de la création d'entreprises. Elles sont, alors, dans le modèle de ce que vous avez dit, non pas le fait de tuer les formes anciennes de consommation et de commerce, mais le fait d'en amener d'autres. Alors il faudrait regarder de plus près. Je tiens à dire que du point de vue des entreprises et du rapport avec ces politiques, c'est malgré tout un petit peu plus complexe que ça en a l'air, parce que je termine juste là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, ne souhaitent pas du tout et ne font pas la chose qui serait le fait de permettre que leur site Internet soient des sites de vente par smartphone ou d'autres façons pour les consommateurs de l'ensemble de l'Union européenne. Il y a un désir de la part de beaucoup d'entreprises de garder des logiques de rente. Par exemple, beaucoup de sites de vente à distance sont fermés pays par pays parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas envie que les consommateurs sachent qu'elles vendent le même produit mais à 10% moins cher ou à 20% plus cher d'un pays à l'autre. Alors tout ça, comment dire, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus, mais à mon avis, le changement le plus important dans les pratiques de consommation aujourd'hui à étudier, c'est ce passage d'une logique de possession à une logique d'usage, d'économie des effets utiles, qui n'est pas une déconsommation, qui n'est pas une non-consommation, qui est une consommation différente. On va parler d'aviation justement, mais peut-être que vos avions arrivent à l'heure, ceux-là. C'est vous qui allez, José Piquet-Icamps, PDG de Vueling, nous dire peut-être un petit peu en faisant le raccord avec ce que vient de dire Robert Rochefort, en quoi effectivement on peut imaginer une compagnie aérienne qui ne soit pas seulement une compagnie low cost, mais qui tienne compte du pouvoir d'usage et peut-être d'un respect plus conséquent de ses clients, puisque c'est l'image qui est la vôtre aujourd'hui, et comment vous faites pour boucler la boucle économique. Merci beaucoup. Laissez-moi commencer avec, avec une esquisse, parce que j'ai choisi de que vous soyez les victimes de la volonté de pratiquer mon français. Je m'excuse en avant. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire les suivants avant d'entrer et de commenter sur le secteur aérien. Laissez-moi discuter, je crois que j'ai 10 minutes, c'est ça? 7 minutes? D'accord. Non, c'est bon pour la ponctualité du secteur aérien aussi. 6 minutes. Alors, première chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intervention initiale du point de vue de que la crise et la consommation, on n'a pas de corrélation. Ça, c'est tout à fait différent parce que, bon, ça dépend. Parce que nous parlons du point de vue d'une vision eurocentrique. Mais le monde est différent. Et je ne sais pas si le soleil peut se lever à l'ouest, mais la vérité, c'est que le soleil se lève à l'est. Et je crois que dans ces moments-là, le soleil se couche aussi à l'est. Et le centre de gravité, c'est plus en plus loin d'ici. Et qu'est-ce qu'il passe sur la consommation? Bon, qu'il y a beaucoup de gens, milliards de personnes, qui sont dans la consommation par première fois à l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui consomment. Ce n'est pas l'Occident seulement qui consomme. Plus en plus, c'est tout le monde qui consomme. Et ça, c'est une chose très bonne. Mais du point de vue occidental, nous pouvons discuter sur l'évolution de la consommation aux États-Unis, au Japon. C'est tout à fait différent parce que nous parlons de pays tout à fait différents aussi du point de vue des behavior, no? Les conduites des consommateurs. Les États-Unis, c'est un pays qui dépense. Le Japon, c'est un pays qui épargne. Et sur l'Europe, nous avons aussi des situations très différentes. Ce n'est pas la même chose, les behavior, no? Comment vous dites en français, le comportement. Le comportement des consommateurs en France, que l'Allemagne, qu'au Royaume-Uni, et à mon pays, l'Espagne, no? Ou l'Italie. L'Espagne, c'est un pays qui aussi dépense plus qu'épargne. Nous avons accumulé de déficits extérieurs
très considérables et nous avons des déséquilibres maintenant très, très importants et des problèmes très, très importants. Alors, les consommateurs espagnols consomment moins qu'avant. Moins. Et consomment différentes. Et nous avons de mettre ça en rapport, en relation avec l'évolution des crédits, que c'est le problème de la situation du système financier, que c'est le problème, je crois, le plus important que nous avons en Europe maintenant. Pas seulement en Espagne, toute l'Europe. Parce que nous avons un secteur financier, le secteur bancaire, qui a réversé la fonction traditionnelle qu'on a. Le système financier, le système bancaire transmet l'épargne à l'investissement et doit de financer l'activité économique. La situation réelle maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse. Le secteur bancaire en Europe, et particulièrement dans mon pays, mais je crois qu'en Europe, c'est justement qu'on demande, le système bancaire demande des ressources de l'activité économique. C'est le monde à l'envers. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons dans la zone euro les problèmes que nous avons. Bon, première chose, 3 minutes. Les 4 qui restent pour moi. Le changement de consumption patterns, hein, le comportement des consommateurs. Je crois qu'il y a des choses que je vais dire très rapidement. Le premier, c'est le phénomène que nous appelons low cost. Qu'est-ce que signifie low cost? Low cost signifie simplement cost plus bas. Simplement. Être plus compétitif. Être plus concurrentiel. Être plus compétitif que les compagnies qu'on existe en avant. Le secteur aérien, c'est un exemple très, très, très clair. Non? Le secteur aérien, nous sommes maintenant en France, mais je peux parler de l'Espagne, ou de l'Hollande, ou du Royaume-Uni, ou de l'Allemagne. Le secteur que nous connaissons en avant est un secteur monopolisé pour les compagnies que nous appelons des drapeaux. On a repensé ces compagnies parce qu'on a été privatisé. Il y a une libéralisation très claire du secteur. Et maintenant, ces compagnies sont compagnies qui opèrent en réseau, network. En réseau, on doit recevoir de passagers qui viennent de différents pays. Et l'obligation, c'est de remplir des grands avions dans le hub respectif. Pour Air France, c'est Charles de Gaulle, pour KLM, c'est Schiphol, pour Lufthansa, Munich, pour Iberia, Madrid, et tout ça. Bon, mais on a la compétence, la concurrence des nouvelles compagnies que nous appelons de low cost, mais qui sont simplement plus efficients du point de vue de la structure du cost, que compitent avec eux, et on a des problèmes très importants dans ces compagnies. Et les affaires plus importantes pour ces compagnies, c'est des vols que nous appelons intercontinentaux, les vols transatlantiques ou les vols sur l'Asie, ou tout ça. Bon, nous avons plus en plus en Europe la compétence de compagnies qui viennent du Golfe, ou qui viennent de l'Amérique latine, qui viennent du continent américain, et qui me posent en crise les modèles. Alors, la situation, c'est la suivante. La crise. Et la nécessité, les besoins de changer dramatiquement les conditions de concurrence. Parce que sinon, c'est un secteur que nous peut montrer la mort de très importants monuments, de très importantes compagnies. Nous avons vu déjà ça. Parce que les compagnies américaines de ma jeunesse, la Panam, la TUA, la TUIA, on a disparu. Tous ont disparu. Alors, il y a la possibilité de voir un monde très différent dans le monde que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et très dramatiquement, le changement est très rapide. Alors, le low cost. Low cost signifie, à mon avis, avoir des costs efficients. La deuxième chose, on a parlé déjà de ça, c'est les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, du point de vue de la consommation des consommateurs, c'est
la récupération, laissez-moi dire, l'obtention, la consécution de la souveraineté du consommateur par première fois. Par première fois. Parce que le consommateur a la possibilité, les droits et la réalité d'avoir toute l'information qu'on a besoin pour décider librement, sans intermédiation, pour choisir une chose ou une autre. Et ça, pour les compagnies, c'est pour les compagnies aériennes, pour les compagnies de commerce, pour les compagnies pour toutes les compagnies, ça c'est un changement dramatique. Et c'est vrai qu'avec l'évolution démographique, ça c'est tout à fait la vérité. Laissez-moi terminer avec un petit exemple d'une chose qu'elle a dit et que je vis et que vous pouvez aussi voir au YouTube. Non? C'est un bébé. Bébé, vous disiez en français aussi? Un enfant, un petit enfant. Un bébé. Nous sommes en France avec les paris match d'avant. Hein? Et il ouvre les paris match et commence. Et à la fin, l'enfant pleure. Parce que la réaction du pari match, ce n'est pas la désirable. Parce que la tablette ne fonctionne pas. Ça, c'est le futur. Et je crois que j'ai consommé maintenant déjà les 5 minutes. Et merci beaucoup. La parole est maintenant à Hermann Schinery-Hesse. Ça va mieux? Vous êtes remis? On va voir avec vous si le soleil peut se lever aussi au sud. J'ai expliqué en commençant que vous aviez créé, en particulier après Soft Tribes, Shop Africa 53. Et on a très envie de savoir ce que c'est et en quoi c'est révélateur à la fois de l'évolution, évidemment, de ce qui se passe en Afrique et en quoi ça apporte quelque chose à notre débat sur la consommation aujourd'hui. Vous avez 7 minutes. Okay. I appreciate I don't speak French. Please. I don't speak French. Yes, yes. So we have to do a translation. So that part I understood, but I can't speak in French. Okay. And I'm going to talk about Shop Africa. What you did, the last thing you said. I just want to make sure I don't miss anything. You don't understand what The very last thing you said, yes. All right. I just want you to explain us what is really your website. Yeah, Shop Africa, yes. I understood that. And how it illustrates Okay. in some way for Africa to grow, right? Fantastic. There's something. Is somebody going to translate? Okay. Oui, il y a un système de traduction automatique pour tous ceux qui le souhaitent, évidemment, avec les écouteurs. So I try to talk slowly so that. Okay, my name is Herman Chinwe-Hesse, and I'm from Ghana. I run 2 companies in Ghana, both technology companies. I run the Soft Tribe, which is a software company, and I run ShopAfrica53.com, which is an e-commerce company. The e-commerce company is Black Star Line, which owns ShopAfrica53.com. It also owns the African Liberty Card and voucher. It's a payment system for the website. Just to talk about the impacts of technologies like e-commerce and so on, I'm going to give you a bit of a background. Well, as Africans, a lot of these things, they were not possible for us. Just 10, 15 years ago, it's pas possible. So the advent, because the internet came along, and then especially SMS, it suddenly changed the game. Suddenly, the Africans in the bush, all our cousins who are in the middle of nowhere, we can suddenly communicate with them, and cheaply and reliably, because the internet, the SMS, it doesn't have to be on all the time. Even bad SMS can work. If 3 times a day they get a bit of service, the SMS can go through. As soon as we saw this was the case, not only were we doing our software company, we now launched a new company, which is what I talked about, called Black Star Line, which does this African eBay thing. Now, it is quite different from how one would handle it in this part of the world.
or in America, because it's a different environment, as you can imagine. In the context of our populations, like maybe 50% cannot read and write. But now we are asking them to go into international business, right, which is needed for the economy to grow. I mean, you don't all work for the government. You have your private companies that are doing business with many countries. That's how the country collects tax. So we need to go the same direction. But to achieve that with a population that at least 50% can't read and write, that's a different formula. So I will give you examples of the things we had to do. We had to come up with a system for communicating with the people in the villages, which is number-based, because we discovered, they cannot read and write English or French, but they know numbers, and numbers work. So a typical order for 4 shirts like this goes in a text. It will say 10122 times 4, and then a date for pickup. That's it. And that, we realized, worked. But we had to come up with a new language, like what the pilots use, just to achieve trade in the village. That is the first problem we had to deal with. Second problem we had to deal with, because we told them that you can bring your product and your telephone, and we can put you on international business. You can suddenly become a multinational. They're very excited, but it's my promise. I have to make it work. The other thing we had to deal with was transportation. If you are in France and you order a little African drum, 2 African drums, you're happy to pay $500 for the 2 African drums to come to Marseille. Now, the African drums are in the bush. It's a 6-hour journey on a bad road, and then across the river in a canoe, and then on a horse and on a donkey. We had to fix all those problems. We had to go and study what traditional systems exist for transport, and we had to plug into them. So we, for example, we did not try to do our own transportation. We went and partnered with a transportation courier company. That courier company, they have this intelligence, they have this knowledge. That is how we plug them in. So we sorted it out. Very, very complicated things where when you order a product, the seller, the merchant, he says, okay, every time you order, give me 4 days before you pick up in the bush. The courier says, you need to add 4 days to that. And I said, why? He said, every Thursday, the truck comes from that village. So even if it's ready, we cannot pick up. And we had to put all these rules into the computer system so that by the time we're telling this gentleman here that it's 8 days or 12 days to deliver to Marseille, it is actually 12 days. In fact, we add a few days extra, just in case. Right? Okay, so there's that going. Then we found that there was no payment system that would work for Africa. Africa, we don't have Visa, we don't have MasterCard. It barely exists. So we had to come up with a full-blown payment system where we have pay-as-you-go scratch cards, right? So on this side of the world, you can buy with Visa or MasterCard. On our side of the world, we had to invent a card system. No problem, it's a technology. So we did it. The first time I interviewed on the radio, I got arrested. The police, there's a security from the central bank. He said, we heard you on the radio. What are you talking about? You can't do this. I said, oh, I can't? He said, no, it's a financial instrument. It's a financial document. You can't do that. So we had to go and partner with the banks. Then the banks were not interested. So what we had to do was we had to give the banks a reason to be interested. So we had to go and research, and we discovered, if I'm 2 minutes away, you tell me. We discovered that 80% of Africa has no bank account because a bank building is $600,000. And if you put it in an African village, which has $20,000 a year turnover, you never make profit. So there's no bank going to the village. So we stopped our work, and we designed a mobile phone-based banking system. Full-blown bank accounts on the mobile phone. We took that to the bank. The bank said, this is interesting. This is sexy. And on the basis of this now, the bank will be issuing our scratch card on the street for putting money in the account. We can also use it for our shopping. It's a very long way, but it took 2 years to convince the bank and come up with this model and make it work. And we are not bankers, huh? But we made it work in the end. So these are the kinds of issues. But you see,
we're almost at the end to start the business. And it's very exciting. If you see some of the people who are on the shopping sites, some of the merchants, and the way it's going to change their lives. In Ghana, the average yearly earning is $500 a month. $500 a month is nothing. It's the guy making the African drums. It's like 2 drums. And that's supposed to be the yearly money. Now he can make it every week. And we think that instead of Africa taking aid, we should rather trade our way out of poverty, like everybody else does. Nobody made money from aid. No country developed through aid. It's not. It's new. It's a nouveau. It's not going to happen now. We never heard of it. So these are the kinds of things that are happening, and many interesting businesses. We don't have time. I would have given you a few more interesting businesses that have come online, but radio stations, TV stations owned by people in their bedrooms that are going to start broadcasting to the world and so on. But I stop here. On va maintenant dans un endroit où, en principe, les voies sont beaucoup plus carrossables. Il s'agit de Paris, avec vous, Moral Chibou, et on évoque l'expérience Autolib. 6 mois d'expérience. Oui, une belle expérience. Alors, je crois que ça ne fonctionne pas. Il faut appuyer quelque part. Non, ça va venir. C'est une question de secondes. Pour accélérer l'arrivée de notre ami, si on avait une Autolib à Aix-en-Provence, on l'aurait amené avec plaisir, je vous assure. Ce n'est pas le cas. Alors, avec un grand plaisir, je vous assure. Parlez dans le micro. Je parle dans le micro. Plus près. Mais je veux bien me rapprocher. Voilà. De manger le micro. Voilà. Alors, Autolib, vous entendez là ou pas? Oui, alors Autolib, Autolib, c'est un formidable projet parce que c'est une première mondiale qui est née à Paris. Et alors, contrairement à ce qu'a dit mon ami M. Rochefort, et je suis obligé de le corriger tout de suite, Autolib n'est pas né avec des subventions publiques. Je vous expliquerai tout à l'heure le business model, mais je tenais juste à le corriger tout de suite. C'est de l'accord finalement au fond, et c'est le lien entre 2 structures qui est la ville de Paris, avec l'ingéniosité de Delanoë qui a eu ce coup de génie de dire après Vélib, je vais faire des Autolib, et un deuxième groupe qui est le groupe Bolloré, qui après un long appel d'offres a gagné cet appel d'offres, qui fait aujourd'hui nous le concessionnaire d'Autolib. Alors cette idée est née comment? Elle est née finalement au fond d'un double constat. Le premier constat qui est assez important, c'est que finalement au fond le modèle de mobilité aujourd'hui, il a peu évolué à la fois dans ses formes, il n'a pas évolué dans ses motorisations et dans ses moyens d'accès. Ça, c'est le premier constat, puisque l'automobile aujourd'hui est un moyen et non une commodité. Et ça, c'est la grande difficulté. Et à partir du moment où vous êtes dans une mobilité qui est subie et non une mobilité plaisir, vous en avez que les avantages. Ce qui fait qu'on en arrive à ce que, effectivement, M. Rochefort a appelé tout à l'heure avec beaucoup d'intelligence, qu'il faut passer d'une logique de possession à une logique d'usage. Effectivement, Autolib, aujourd'hui, est une manière de refaire passer, finalement, au fond, d'une logique de possession à une logique d'usage, puisque tout le monde sait aujourd'hui que la voiture est l'objet auquel, finalement, au fond, tous les citoyens sont le plus attachés. Ça, c'est le premier constat, qui est un modèle qui est arrivé, finalement, au fond de sa réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Puisque tous les produits ont évolué. Vous regardez les produits bruns, vous regardez les produits blancs, même regardez la boulangerie, entre ce qui existait il y a 20 ans et aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui, on est passé d'un simple pain, où vous avez aujourd'hui une dizaine de produits différents. Et dans l'automobile, le système a assez peu évolué. Le deuxième constat qu'on peut faire est un constat très chiffré. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, une voiture n'est utilisée qu'à 5% de son temps? C'est assez faible. Ça veut dire que 95% de la journée, votre voiture est peu utilisée. Vous imaginez finalement au fond les contraintes que ça peut donner. Ces voitures qui restent dans les parkings, qui restent à l'extérieur et qui roulent peu. Le deuxième élément important, et je sais que le chiffre porte souvent à débat, c'est que tous les experts, en tout cas à Cancun en janvier, au moment au sommet mondial, il y a un chiffre qui ressortait, c'est que 25% de la population dans les grandes villes, en tout cas sur Paris, était liée au mode de transport. Ça, c'est le deuxième point, qui est finalement, au fond, une limite environnementale. La troisième limite que nous avons aujourd'hui, c'est le prix de la voiture. Toutes les études qui ont été faites récemment, et le Credoc en a fait une il y a peu de temps aussi, dit en gros que le prix de revient d'une voiture, c'est 6 000 €. Et donc, on est face à une contrainte économique. Donc, dans ce deuxième constat, on a une triple contrainte, qui est à la fois une contrainte physique, une contrainte environnementale et une contrainte économique. Et donc, ça amène finalement, au fond, tous ces deux structures à repenser un nouveau mode de développement qui est un mode de développement durable. Et c'est là où est né finalement au fond Autolib. Et Autolib est la rencontre, je disais tout à l'heure, entre deux entités qui est la mairie de Paris et le groupe Bolloré.
Et alors ça participe de quoi finalement au fond Autolib? D'une triple révolution, et ça sera un peu mon troisième constat. Un, c'est une révolution technologique, c'est-à-dire que le groupe Bolloré, entre autres, a été retenu parce que nous avons une technologie qui est la batterie lithium-métal-polymère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France et dans le monde, il y a deux grandes technologies, la batterie lithium-ion et la batterie lithium-métal-polymère. Et seul contre tous, Vincent Bolloré a dit finalement au fond, la batterie lithium-métal-polymère, qui a été lancée par des ingénieurs à 2, 3, 4 personnes, à Ergué-Guébéric, pour ceux qui connaissent la Bretagne. Alors maintenant, je connais, parce que quand vous travaillez dans le groupe Bolloré, il vaut mieux que vous sachiez où est la Bretagne, je vous assure. Moi qui est quelqu'un du Sud, j'ai mis un peu de temps, je n'avais jamais mis mes pieds en Bretagne. Alors maintenant, je connais Ergué-Guébéric, je peux vous raconter la Bretagne dans tous ses moindres recoins. Et ces trois ingénieurs, finalement, au fond, sous l'impulsion du président, qui ont travaillé sur cette technologie, alors que le monde entier a travaillé sur la batterie lithium-ion. Et ce pari réussit aujourd'hui, puisque nous sommes le modèle d'exposition mondiale qui fonctionne le mieux. Le deuxième point important en termes de révolution, c'est une révolution sociétale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les Français et tous les Européens, globalement, et le monde entier, est attaché fondamentalement à sa voiture. Et donc, dire aux gens, vous ne serez plus possesseur de votre voiture, et donc vous allez laisser, au fond, votre voiture un peu au garage pour penser à un autre modèle, revient finalement, au fond, à casser des codes de fonctionnement. Le troisième point important, et un peu cette révolution comportementale dont on porte tous, qui est un comportement d'usage, c'est comment finalement, au fond, je décide de ne plus acheter, je décide de ne plus louer de voiture pour détenter, mais je décide de louer une voiture à un usage bien particulier à travers un produit qui m'est proposé. Et donc là, vous êtes typiquement finalement, au fond, dans un marché qui est un marché d'offres et sur lequel il faut créer une nouvelle demande. Et c'est la partie la plus compliquée, et d'ailleurs c'est là où Bill Mercy nous a beaucoup aidé. Nous avons créé une demande en essayant d'expliquer tout l'intérêt qu'avaient les Français, enfin surtout les Franciliens, à passer à une voiture électrique. Et c'est là où c'est fait la partie la plus importante. C'est au fond dire aux gens, vous n'avez pas de voiture, vous en avez une, mais vous avez un nouveau produit qui est aujourd'hui une voiture électrique, et utilisez cette voiture électrique pour vos déplacements. Alors aujourd'hui, c'est un grand succès, parce qu'aujourd'hui, finalement, au fond, quand on regarde les grands chiffres, ils sont quand même assez imposants. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, non pas pour flatter mon ego personnel, et encore moins ceux du groupe Bolloré. C'est aujourd'hui Autolib, c'est 25 000 abonnés au bout de 6 mois. C'est assez important. Et il y a peu de temps, je faisais une intervention auprès d'une grande école d'ingénieurs, que je ne citerai pas ici, et le président de l'école d'ingénieurs m'a dit, Monsieur Chibout, vous avez renforcé finalement au fond, et vous êtes l'entreprise qui a mis en échec l'ensemble de nos ingénieurs, étudiants, puisque tout le monde pensait qu'à la fin de l'année, il y aurait 1000 abonnés à Autolib. Et nous allons terminer, vous savez, quand vous pensez aujourd'hui que nous sommes à 25 000 abonnés, vous imaginez qu'à la fin de l'année, nous serons largement plus, on espère tutoyer les abonnés globaux qui ont utilisé la voiture au moins une fois, les 70, 80 000. Alors notre président espère plus, mais vous savez, quand vous gérez la partie commerciale, vous dites, attends, président, piano, c'est pas mal déjà au bout de 25 000, parce que vous voulez juste éviter la pression qui vous arrive. La deuxième des choses qui est assez importante, c'est qu'il faut juste imaginer que ces 250 000 actes de location qui ont été faits sur Paris, intramuros, c'est la banlieue. Et c'est énorme, parce que personne, il y a quelques années, pensait que ce produit-là existerait et pourrait fonctionner. Troisième chiffre, et je peux vous en donner des dizaines d'autres, troisième chiffre, c'est plus de 2,5 millions de kilomètres. Je crois que le tour de la Terre fait 40 000, il doit y avoir des ingénieurs ici, ça fait 50, 60 fois le tour de la Terre qui ont été faits. Donc on a démontré que cette voiture fonctionnait à travers et grâce à cette batterie lithium-métal-polymère. Et pour revenir, donc ça c'est pour les jeunes, je pourrais vous en donner plein d'autres pour vous illustrer. Non, c'est bien là. Mais pour conclure, je vais vous expliquer une chose qui est assez intéressante. Pourquoi aujourd'hui on est en train de montrer finalement au fond que ce marketing de l'usage est en train de marcher? C'est notre cœur de cible. Notre cœur de cible aujourd'hui, ce sont les jeunes. C'est assez paradoxal. Nous pensions tous que nous serions dans un cœur de cible plutôt senior, comme moi, qui a atteint les 68 ans depuis la semaine dernière. Mais non, je voyais tout le monde blême en disant, c'est pas vrai, il met de la crème Nivea, c'est pas possible. Non, il n'a pas 68 ans. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais je ne suis pas dans le segment 25-34, je vous rassure aussi, mesdemoiselles et mesdames. Mon épouse me regarde avec des grands yeux en disant, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'autre segment de clientèle, c'est le 25-34. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, même si je ramène un peu, c'est le 18-34. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été habitués à l'usage. Donc, on sent que c'est finalement, au fond, ce sont ces jeunes, ce sont cette partie de segment de clientèle qui ne veut plus posséder. Et d'ailleurs, quand on leur demande, ils disent, non, nous, on ne veut plus posséder. Ça ne m'intéresse plus, je veux être dans une logique où je vais utiliser quand j'en ai besoin. Le deuxième segment, alors là qui me navre un peu plus, moi qui est un partisan de l'égalité des chances, ce sont 25% de femmes et 75% d'hommes. Alors j'ai donné quand même à mes collaborateurs de féminiser un peu notre cœur de cible,
parce que le cœur de cible des femmes, et mesdames, vous en conviendrez avec moi, il est moins pris par la technologie et beaucoup plus par l'usage simple et fluent qu'ont la voiture. Donc voilà ce que je voulais vous résumer. Je pense que j'ai tenu 7 minutes qu'il fallait. Et donc tout ça pour vous résumer finalement au fond que 1, on est passé à une logique d'usage, c'est assez important. 2, c'est un vrai succès commercial. 3, le business model, et je voulais juste vous le dire en conclusion parce que c'est assez important, ce ne sont pas des subventions publiques, c'est le groupe Bolloré qui paye la totalité, la voiture est payée par le groupe Bolloré, la technologie est payée par le groupe Bolloré, et on est dans le numérique total, parce qu'on est sur des voitures intelligentes, on est finalement au fond dans ce qui est dans la numérisation la plus totale, les bornes sont faites aussi par le groupe Bolloré, et les endroits dans lesquels vous pouvez vous abonner sont aussi faits par nous, et c'est nous qui les payons. Alors ensuite, on verse une subvention, c'est nous-mêmes qui versons ensuite une subvention aux mairies, mais 99,9% des investissements sont faits par le groupe Bolloré. Il faut juste savoir que le président Bolloré a mis 1,7 milliard de sa poche pour, à mon avis, avec cette voiture électrique, qui est une des plus gros enjeux de transformation sociétale des années à venir. Et je lisais dans un journal américain la semaine dernière que dans les 10 grands projets de transformation mondiaux, Autolib faisait partie de ces 10 grands projets. En tout cas, je suis heureux de le partager avec vous et puis heureux de le piloter, en tout cas, je vous assure. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Dominique Roux, vous ajoutez quelque chose? Je refais encore la mouche du coach. Est-ce que tu pourrais nous dire comment elle marche, cette voiture, en 2 mots? Quelle vitesse elle va? Comment on recharge? Parce que une voiture électrique, on a tous joué avec des voitures électriques, mais peu de gens sont montés dans une voiture électrique. Alors ça marche d'une manière très simple. Alors pour vous abonner, vous allez sur autolib.eu, je vous donne l'adresse, allez-y. Si vous avez de smartphone, vous commencez à faire votre abonnement. Si vous êtes parisien ou même vous venez d'Aix, vous arrivez directement dans des bornes et là on vous fait un abonnement. Alors cette voiture, elle a une autonomie de 250 km, ce qui est la particularité de la batterie lithium métal polymère. C'est une voiture qui n'a pas de bruit et qui émet aucune émission de CO2. Et puis c'est très simple, vous avez une carte d'accès, et avec cette carte, vous prenez votre voiture en l'espace de 3 secondes. Ça veut dire que entre le moment où vous allez vous abonner et le moment où vous serez sur la rue, il ne se passera pas plus de 10 minutes. Et vous faites une grande œuvre, parce que c'est une voiture électrique qui, je vous le rappelle, ne pollue pas. Et quand on connaît les enjeux de demain sur l'écomobilité humaine et globalement l'écologie, je pense que ça vaut vraiment le coup, et je vous incite, quand vous passez à Paris, de prendre une voiture au lieu de... J'allais dire un taxi, c'est pas vrai, non, je ne devrais pas dire ça, c'est interdit. Vous devriez prendre une voiture Autolib, je vous assure, et vous verrez à quel point elle est dynamique, simple et fluide. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Moral Chibout, breton d'adoption qui a bien mérité de sa nouvelle patrie, la Bretagne de Bolloré. On va s'interroger maintenant de manière un peu plus générale, cette fois sur les attentes éthiques des consommateurs, avec le témoignage très attendu d'Esther Goulouma, qui préside, comme je vous le disais tout à l'heure, Fairtrade International, la grande organisation du commerce équitable. C'est à vous, madame, et vous vous exprimez, je crois, en anglais. Oui. Malheureusement, je vais parler en anglais, et c'est plus facile pour moi. We started by saying that because of the financial crisis, consumers perhaps consume less or consume differently. I have to tell you the experience of Fairtrade that actually we've seen growth. So when we ask ourselves, why is it that actually there is growth in consumers buying Fairtrade products? The answer is very simple, that I think people today care a little bit more. When we think about the decisions that people make when they consume something, we ask ourselves sometimes whether they do it just in order to consume, in order to, as they say in English, keep up with the Joneses, or do they actually know where the product came from? What happens along the chain of supply? When you eat a bar of chocolate, do you know what's inside that bar of chocolate? If it comes from Ghana, do we know whether children were actually employed in producing the cocoa from which the chocolate was made? And you'll be surprised to know that more and more people actually have social conscience today. So we have this whole new area of ethical consumption that people care for and apparently change their habits in consumption.
So these are the consumers, and there is a growth in that. The other side of the coin is, of course, the producers, because every bar of chocolate that you eat or a cup of coffee that you drink, when you think about the sugar, the cocoa, the tea, there are people on the other side of the world who are working in order to produce the materials from which the chocolate, the coffee, the tea are made. Do we stop to think about their conditions? What happens to them? How much money do they earn? Are they able to send their kids to school, give them health benefits, etc.? This is why fair trade actually started, because what fair trade gives producers in developing countries is, first of all, a guarantee of a minimum price for their products, which protects them from the fluctuations of the market. If coffee price goes down, they still get paid the minimum price. It also gives them long-term contracts, so they don't have to wait every year and say, well, will I have a buyer for my cocoa or for my tea this year? It also empowers them because it gives them training. It teaches them about marketing, how to market the produce. And when we think about it, today the world is very small, and if the environment is damaged because of unscrupulous production methods somewhere in the south, in a developing country, you can be sure that here in France you will be affected as well. Fair trade also pays attention to the methods of production, protecting the environment, protecting water sources, etc. And we do it all because we have very, very strict standards. And we have a company called Flossert that monitors, first of all, certifies the products as fair trade and does continuously audits to make sure that they comply by those standards. In fact, when you look at fair trade and what it does, well, yes, there is the feel-good factor, because we feel good when we buy something and we know that by buying it, we are actually helping, ensuring that producers somewhere receive a living wage and that they can send their kids to school. We also put a little bit of money extra that you have to pay for a fair trade product that goes back to the community of producers, is what we call premium, with which they can buy machines for their farms and again improve their income. So a question that people many times ask me is, why should we buy fair trade products? Isn't there a huge carbon footprint on goods that come, or products that come all the way from across the world? Why shouldn't we buy close to home? The answer is very simple. If you look at the products that fair trade deals with, there are mostly things that do not grow here. The cocoa, the coffee, the tea are not easily grown in Europe. So if we want to consume them, we have to rely on producers in developing countries to do that. And that's the answer to the question on the carbon footprint. There's also the question of the equilibrium. When you look at how much we are saving in carbon footprint, while if we buy products that are manufactured right here and then we leave those producers in developing countries to live in poverty, I think that's the other side of the equilibrium. We look at marketing. It's actually quite important for us in fair trade, and we have our marketing initiatives all over Europe. You will find fair trade products in all the supermarkets. The beauty in it, again, is that it's not a government-controlled agency. Therefore, when you buy fair trade products, it's because it's your choice, because you want to help disadvantaged farmers and small producers. It's because you want to make
an ethical choice, not because it is a government that decided on the price or on the source. Therefore, I am sure I'm preaching here to the converted, but it is a new way of consumption. The interesting thing for us is that not only it has grown between 2010, the retail value of fair trade products between 2010 and 11 by 12%, while many other industries went actually under and did not succeed very well. But the most interesting thing about fair trade, what we see now, is that just as much as in Europe, in emerging economies, in India, in Kenya, in Brazil, people now believe in ethical consumption. And they themselves want to buy fair trade products as well. So it's growing, it's not just in Europe. And perhaps that will be the shape of the future if we're looking to where the sun sets or rises. I personally believe that where fair trade will grow in the near future is actually in the East. Thank you very much. Merci. Marc Guillaume, c'est à vous qu'il revient de rassembler tout ça, peut-être en vous saisissant du micro de Madame Goulma, pour nous donner votre pré-synthèse avant que nous engagions un dialogue de quelques minutes avec vous. Pré-synthèse, peut-être pas, mais préparer des questions. En tout cas, la première question, c'est est-ce qu'il y a un nouveau modèle de consommation ? À l'évidence, oui, il y a un nouveau modèle de consommation. Ça a été montré depuis une heure. Mais de simple fait que, aux rencontres économiques d'Aix, on parle de la consommation, ça prouve que la consommation a changé, parce que autrefois les économistes ne pensaient pas à la consommation. Il n'y avait aucune pensée chez les économistes, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin il y en a un peu plus en matière de finance, en matière de production. La consommation, c'était une variable d'ajustement, c'était au mieux un multiplicateur keynésien, c'était un moteur qui marchait tout seul. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, peut-être même plus, ça ne marche plus tout seul et il faut regarder de près. Et quelques économistes, Robert Rochefort en a donné une démonstration brillante à l'instant, quelques organismes de recherche, en effet, découvrent que deux choses. La première, ça a été dit, donc je ne fais que le redire en une phrase, l'intelligence est du côté de la consommation. Il y a une invention des usages par les clients, par les consommateurs qui deviennent acteurs, qui deviennent entrepreneurs, qui sont au niveau individuel, collectif, par réseau social. Ça s'accélère et il y a de l'invention. Il y a de l'intelligence du côté de la consommation. Donc il faut que même les économistes aillent voir ce qui s'y passe. Mais il y a une deuxième chose qui, elle, n'a pas été évoquée. C'est pour ça que je ne fais pas qu'une synthèse, c'est pour plutôt poser des questions. C'est un spectre qui hante le problème de la consommation et qui est le suivant. Et si cette intelligence de la consommation, est-ce qu'elle ne va pas ouvrir un risque d'effondrement de la consommation ? Alors évidemment, on pense les réseaux numériques, il y a un peu de, comme vous le savez, de gratuité, bon, ça on le sait bien. Certains secteurs en sont victimes, donc je n'insiste pas. Mais en revanche, là tout à l'heure, ont été dit deux choses. J'en prends qu'une pour aller vite. Avoir une voiture, c'est pas très intelligent, parce qu'on l'utilise pendant 5% du temps. Donc il vaut mieux la louer. Très bien. Mais pour les constructeurs d'automobiles, est-ce qu'on ne va pas y perdre un peu ? À force d'être intelligent pour la consommation, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que les producteurs se disent, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fabrique ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, pour le moment, il y a évidemment des entreprises comme Autolib, comme Mille Merci qui gagnent, mais est-ce que pour la partie pour les pays les plus riches, il n'y a pas un risque quand même de virage difficile à prendre ? Il ne faut pas trop ralentir, mais il faut quand même le prendre, ce virage. Et peut-être que les taux de chômage ne sont pas indépendants de ce virage consommatoire. Voilà donc une question que je voulais poser. Si j'ai encore une minute, je voudrais faire deux dernières remarques.
Je disais que les économistes n'ont pas pensé la consommation, mais il y a eu des sociologues, Edgar Morin, Jean Baudrillard et bien d'autres, et avant eux, beaucoup de penseurs. Et puis il y a eu plus récemment un penseur, un philosophe allemand qui est ici, qui interviendra demain matin, qui est Peter Sloterdijk, qui lui a vraiment une vraie réflexion sur la consommation. Je vous encourage à le lire. Et lui, il ne parle plus de... Évidemment, on n'est plus dans la société de consommation, il parle de société de gâterie. Et le mot gâter me plaît beaucoup, parce que ça veut dire évidemment qu'il y a des problèmes environnementaux, il faut être moral, il faut être éventuellement culpabilisé, il faut se demander d'où ça vient, ce que l'on consomme, etc. Mais en même temps, il faut gâter comme un enfant le consommateur en lui permettant justement de suivre le mieux possible, le plus rapidement possible ses soucis. Donc là, effectivement, c'est une chose qui est très importante et qui est véritablement un changement de paradigme. Dernière remarque, effectivement, c'est bien d'avoir autour de cette table réuni des acteurs de la mobilité, parce que plus il y a de numérique, contrairement à ce que certains croient, plus il y a de déplacements obligatoires, mais aussi déplacements pour des raisons professionnelles évidentes et d'autres. Et donc, c'est vrai que le secteur de la mobilité est un secteur qui va être bouleversé, et je suis heureux qu'on ne l'ait pas oublié. Mais il y a un secteur qui a été oublié, en revanche, et qui est très intéressant, parce qu'on ne le met pas dans la consommation, mais on a tort, c'est le secteur de la santé au sens large. La santé au sens très large du terme, et on l'oublie parce qu'on considère que la santé, dans notre pays du moins, la santé c'est une dépense collective, c'est pris en charge par l'État, etc., plus ou moins, de moins en moins d'ailleurs, et en réalité c'est probablement le secteur le plus important pour l'avenir, et c'est un secteur qui a l'avantage de ne pas poser trop de problèmes d'environnement, et qui doit être soutenu par des partenariats de plus en plus intelligents et un financement adéquat. Merci. Merci Marc. Nous avons quelques minutes pour répondre à des questions, à des interpellations que vous voudriez nous soumettre, et je suis ravi qu'on ait pu tenir les temps suffisamment pour vous offrir cette opportunité qui est dans le contrat des rencontres économiques. Monsieur, vous avez levé le bras, ça va donc être à vous dès qu'on vous aura muni d'un microphone. Présentez-vous, ça nous aidera. Je m'appelle Alan Griffiths, je suis un économiste, ecological économiste et urbaniste. Donc je voulais poser une question par rapport à la mobilité. Et pour Monsieur Chibou, moi aussi j'ai 37 ans passés. Et la mobilité c'est très important pour l'avenir. Mais je me pose la question, votre projet c'est superbe, c'est dans Paris, c'est dense. Comment on fait pour le périurbain où vivent 40% des Français ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, le projet tel qu'il a été fait, il est fait pour des villes comme Paris et 48 communes. C'est-à-dire que sur Paris, intramuros, c'est 2 millions d'habitants, les banlieues, c'est 10 millions, ça fait à peu près 10 millions. Aujourd'hui, quand on prend les 47 communes, 48 exactement, plus Paris, c'est un bassin de 4 millions. Ensuite, si ça veut s'étendre, il y a une structure qui s'appelle le syndicat mixte Autolib et les gens peuvent y arriver. Ça, c'est la première des choses. Le système tel qu'il est prévu aujourd'hui n'est pas prévu pour s'étendre en France. Simplement, si des villes veulent travailler avec nous, on est ouvert. Par contre, aujourd'hui, comme nous sommes une vitrine mondiale, nous avons reçu énormément de maires et de grandes capitales. Et toutes les grandes capitales, je ne vais pas les citer ici, mais toutes les grandes villes du monde, qu'on vaille de Séoul jusqu'à Londres, s'interrogent aujourd'hui sur le sujet. Je prends Londres, mais je pourrais prendre d'autres capitales. Et donc, c'est une vraie réflexion mondiale aujourd'hui sur l'écomobilité urbaine. Et donc, elle se pose à la fois sur l'intra-mobilité urbaine, mais aussi sur l'extra-mobilité urbaine. Voilà, peut-être pour répondre à votre question. Est-ce que j'ai répondu ou pas ? Oui. Oui, il me semble. Alors, nous avons une question au premier rang et une autre là-bas. Oui, ce sera vous après, madame. Monsieur. Mathieu Secali, je ne suis pas du tout économiste. En tant que citoyen, simplement, je voudrais savoir quel est l'impact des politiques et de manière générale des politiques publiques sur ce nouveau mode de consommation. Vous disiez, M. Chibout, qu'il n'y a pas eu dans votre business plan d'investissement public, il y a eu quand même une décision qui est celle d'un maire. Donc voilà, quelle est la marge de manœuvre positive ou négative des politiques sur ce nouveau mode de consommation dont vous avez tous parlé ? Aujourd'hui, c'est l'impulsion d'un homme. C'est Bertrand Delanoë qui décide d'un moment ou un autre de faire Autolib. Après, dans le business model en lui-même, c'est le groupe Bolloré qui prend en charge. C'est-à-dire, la voiture a été fabriquée par nous. Les travaux sur la batterie lithium métal polymère
qui date depuis plus d'1 an, c'est quasiment 1,5 milliard qui ont été investis. Les stations Autolib en elles-mêmes ont été fabriquées et payées par nous. Alors la seule chose qui est aujourd'hui qui est payée par la commune, c'est l'installation des espaces. C'est-à-dire aujourd'hui une commune va nous payer pour avoir un espace Autolib chez elle 50 000 €. Mais attention, ce n'est pas une subvention, puisque le groupe Bolloré verse une redevance de 7 500 € par place et par an. Ça veut dire qu'en gros, vous calculez basiquement, entre 8 et 10 ans, on a répondu. Le reste, nous allons continuer à le payer, puisque la délégation de service public est supérieure à 12 ans. Donc à un moment ou à un autre, c'est quand même le groupe Bolloré qui paiera. Donc c'est une volonté publique, deux, derrière, c'est nous qui réglons, l'addition. C'est nous qui investissons au maximum. Alors après, on a les recettes effectivement de l'ensemble des clients, mais ils viennent compenser l'ensemble des dépenses, qui sont à la fois des dépenses de personnel, des dépenses de structure. Je vous rappelle juste qu'en passant, le groupe Bolloré, notamment sur Autolib, nous sommes l'entreprise en France qui avons dû créer le plus d'emplois ces derniers mois, puisque nous avons embauché 900 personnes sur le terrain. Et comme nous sommes partisans d'égalité des chances et de l'équilibre territorial, nous avons énormément recruté dans les banlieues, à la fois sur le centre d'appel, puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7, et sur le terrain. Ce qui nous permet d'ailleurs d'être positionnés dans les quartiers et en plus engager des jeunes sur le terrain d'une manière très opérationnelle. Si on peut ne pas se concentrer exclusivement sur Autolib, qui est pour l'instant un service parisien débutant, ce serait vraiment bien. Madame avait levé la main la première. Quand il y a morale, il y a c'est toujours comme ça. On est habitué. Merci. C'est une question pour Fairtrade International. En tant que mère de famille, à faire mes courses, etc., effectivement, quand on vous entend parler, c'est tout à fait positif. Je connais cette initiative. Et on se dit que c'est bien de pérenniser les emplois des gens à l'autre bout du monde, des producteurs, etc., qui ont beaucoup de contraintes. Je me suis toujours posé la question, effectivement, vous améliorez leur niveau de vie, mais quelle est la part de votre marge ? Et je pense qu'on finance énormément l'organisation elle-même. Mais peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je voudrais avoir une réponse là-dessus. Merci. We are completely non-profit, first of all, so we do not make profit. I think that the salaries that are paid, the administrative salaries that we have to have, if you as a mother want to have the assurance that the product you buy is free from child labor, that it paid living wage to somewhere, there must be somebody who will deal administratively here, first of all, that will prepare the standards upon which we operate, that will go out and actually check that the farms comply with the standards, that will go and do audits, that will go and improve the skills of farmers in those countries. Unfortunately, we cannot do these things without administrative costs, but I assure you that the salaries that administrators are paid, I work voluntarily, I don't get paid a cent for my work. I will let you know. Salaries are much lower than what you would get in comparable organizations, other organizations in Europe. So rest assured that when you buy Fairtrade chocolate, the money does not go mainly to fund our administration. It goes to people in developing countries. Merci Madame Goulomin. Madame est rassurée visiblement. Alors nous avions une question au fond et une question peut-être juste devant, monsieur. Vous êtes toujours... Oui, c'est ça. C'est à vous. Bien, c'est une question à propos de la différence entre e-commerce et e-business. Pour être simple, e-commerce, c'est plutôt Amazon, c'est plutôt eBay, c'est plutôt Prime Minister. Moi, je m'occupe surtout du e-business, c'est-à-dire la dématérialisation de l'entreprise étendue, c'est-à-dire l'entreprise qui gère des processus de manière dématérialisée et automatisée avec ses clients, ses fournisseurs et ses prestataires de services. Donc, je pense que cet aspect de la dématérialisation est sous-estimé et sous-traité.
On parle surtout du e-commerce, et à propos du e-commerce, je me pose de sérieuses questions, en particulier en matière d'empreinte carbone, à partir d'une expérience personnelle. Récemment, j'ai acheté sur Amazon 3 livres. Ils m'ont été livrés dans le quartier du Panier à Marseille par 2 voitures successives, le samedi et le dimanche. Je pense que le coût en matière de carbone de mon achat de livres a été très très élevé. Et je pense que le problème il est général. Donc Kosciuszko Morizet, à propos de Price Minister, a abordé la question, mais de manière relativement allusive. Vous voulez parler de Pierre, là? Oui. Et donc il a parlé de l'empreinte carbone à propos de tous les centres informatiques qu'il avait installés pour gérer tout ça, mais il n'a pas parlé de l'empreinte carbone pour la logistique de délivrance des produits. Est-ce que ça inspire quelqu'un à cette table, à cette tribune? Il y a une remarque très pertinente, là, effectivement. Robert? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il ne faut pas présenter le e-commerce comme, comment dire, une solution. Et d'ailleurs, le e-commerce n'a pas grand-chose à voir avec la nouvelle consommation dont on a parlé. C'est plutôt... parce que pour aller dans le sens de ce que vous dites, par exemple, il n'y a pas, de la même façon, les garanties sociales dans les sites d'entreposage ou de logistique du e-commerce ne sont pas toujours non plus excellentes. Je veux dire, ce qui existe dans l'idée d'un consommateur citoyen qui peut être attentif, y compris aux conditions de salariat des personnes qui fonctionnent dans le commerce, on ne le voit plus du tout dans le e-commerce. Et si vous vous en souvenez, il y a d'ailleurs eu des polémiques qui ont eu, il y a quelques mois ou quelques semestres, je ne me rappelle plus bien, sur en particulier les horaires de travail. Sur les plateformes de e-commerce, il y a des gens qui travaillent de nuit, des gens qui travaillent le week-end, enfin avec quelque chose qui ne donne pas lieu à une visibilité publique de même ampleur. Donc le e-commerce, par certains aspects, permet par exemple à des petits producteurs de trouver des marchés qu'ils ne trouvaient pas autrement. Par d'autres aspects, ça réintroduit une sorte de jungle, et donc c'est pas civilisateur en soi. Voilà qui méritait d'être dit. Maintenant, sur Amazon, il y a une option commande groupée. Ou si vous commandez plusieurs trucs, vous pouvez choisir de les recevoir en même temps. Donc là, c'est le choix du consommateur. Soit il est livré vite, soit il est livré moins vite. Mais effectivement, il y a moins d'empreinte carbone. Mais c'est au choix du consommateur. Oui, mais excusez-moi, ça ne règle pas la question. Parce que la question du e-commerce versus le libraire, il est livré une fois par mois, par semaine, pardon. Il est livré 1 ou 2 fois par semaine des 40 ou des 50 ou des 60 bouquins qu'il va vendre. Là même, quand on fait un achat groupé, ça veut dire qu'on est livré en une fois, mais on n'achète quand même pas 40 bouquins en même temps. Donc la question conceptuelle est posée quand même, me semble-t-il. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait pour, parce que dès que Internet est arrivé, on a obtenu quelque chose d'absolument remarquable. C'est pouvoir acheter des incunables ou pouvoir acheter des livres qui avaient disparu. Et donc, à travers l'accumulation de ces informations sur tout ce qu'il y avait chez les libraires de livres d'occasion, on avait une amélioration très très importante et une satisfaction d'un vrai besoin. Mais la différence de ce que nous faisons, nous, dans le e-business, c'est qu'effectivement, on met en place des systèmes de transport intelligent. Et le système de transport intelligent, grâce au système d'information, organise du report modal du transport routier vers le transport ferroviaire. Ça ne peut se faire qu'à partir de systèmes d'information qui permettent d'organiser le transport massifié. Et là, on a quelque chose qui est tout à fait vertueux. Par rapport je voudrais vous demander d'aller jusqu'au bout de l'information en nous disant qui vous êtes et quelle société vous représentez. Et puis je donne la parole à Herman Chinneries qui a quelque chose à nous dire aussi à ce propos. Je suis Rémi Marchand et on est en train de mettre en place un système de commerce, transport, valorisation des produits des filières fruits et légumes pour France entière. C'est un investissement d'avenir. Merci. Okay. I completely get where you're coming from, sir. I say this though, that from my part of the world, man, we're unemployed. The people, there's no trade taking place. Our countries, fortunately or unfortunately, given our colonial history, have been split into all kinds of different pieces, such that nothing moves from one African country to the other easily. It's very, very difficult.
very little trade between African countries. That's the equivalent of being in Marseille and not being allowed to trade with Lyon because of historical reasons. So I hear you completely. What the SMS and the internet brings to us, however, is that where our politicians, given the history, are interfering with trade patterns, because now they have one country is Ivory Coast, Cote d'Ivoire, another one Ghana, another one Nigeria. It's the same people, man. While that is happening, the SMS can jump the border. No problem. The internet can jump the border. No problem. So I hear you, but we have to do this bypass at this point, and that's step one. Step two would require that to avoid a heavy carbon footprint, where if you order one pin, it has to be taken by an 18-wheeler truck. I think that naturally things will optimize, because it's not even profitable to operate with a bad carbon footprint or a high carbon footprint. So please forgive us. For now, we have to violate a bit, but over time, we'll get better. Chacun va midi à sa porte. On a peut-être le temps d'une dernière question. Et voilà, madame, peut-être. Oui. Le micro vous parvient. Je demanderai peut-être à Dominique Roux de nous donner son sentiment pour conclure, après la réponse à cette question, s'il en éprouve le besoin. C'est à vous, madame, oui. Ça marche ? Oui. Oui, oui. C'est une question pour monsieur Bill Gates du Ghana, parce que je n'ai pas encore retenu votre nom. Herman Chinery SE. Chimery SE. J'ai le sentiment, d'abord, c'est formidable que vous soyez venu jusqu'à nous, et c'est formidable d'écouter votre histoire comme celle de madame qui a commencé. J'ai le sentiment que ce que vous faites... Would you like me to ask you in English, or should I keep speaking French? No. Okay, you have the translation. Okay. Honest. J'ai le sentiment qu'une des causes de la paupérisation et de la misère dans certains pays en développement, c'est l'hémorragie des campagnes vers les villes. Et que ce que vous êtes en train de faire va probablement permettre aux gens de rester dans leur village. Alors il faut probablement que vous soyez accompagné par des associations qui pourraient vous aider à pas seulement faire venir une banque dans le village, mais à aussi creuser un puits et améliorer les infrastructures. J'ai aussi le sentiment, mais vous venez de répondre à ma question, que c'est dommage que vous restiez ghanéen et que ça serait formidable que vous deveniez totalement africain. Mais est-ce que ça fait partie de vos plans, d'une part, de faire de l'expansion en Afrique? Je pense que oui. D'autre part, de vous connecter avec des associations pour compléter ce que vous faites et pour faire en sorte que votre mission soit pleine et entière. Okay, a couple of things. Yes, the website is shopafrica53countries.com. Okay, so we intend to start in Ghana and go into other countries. I completely agree with all that you've said. We have not received as much interest from the NGOs as we might have liked. We think in the future it will get better, but because philosophically, I think that there's dignity in work. And I think that a charity case is a temporary place. It's not after World War II. I'm sure France got some help from the World Bank or the IMF or something, but very quickly they paid off and became a proper country and made their Peugeots and the Fabergé, and everything started moving. And the wines were being exported in Moët & Chandon. It's not a good place to be. So for me, philosophically, I'm afraid, and this has happened to a lot of organizations with good intentions, where they go in and start taking aid money, then the business stops. Now the aid is the business. And I'm trying very hard to avoid that. So far, we've done the technology, we've done the payment system. I must admit, a few times in the process, we have run out of money, because it costs a lot. This is something that governments should be doing. You are right, and NGOs should be doing, but we've had to do it ourselves. The last time we ran out of money, we had to go either to go raise money internationally, or because in Africa it's hard to raise money. There's not enough money in the system. But I opted for us once again to bootstrap and stand on our own. And what we did was we innovated and came up with a side product, which is today one of our best-selling products, which is an armed robbery product that works on the scratch cards that we made for the payment and the SMS.
So that what we're doing now is that 5 phones in your house for $6 a month, 5 mobile phones are registered with our system. If anybody attacks your house, you just send a blank text to our number. We send a private security company. We send a message to 10 of your neighbors that, hey, that house is being robbed. We do a deal with the radio stations. They start announcing, President went to America today. Sorry, breaking news, the house opposite the mango tree, it's under attack. Everybody go, go, go. And then we tell the police to. You know what that's like. So these are the kinds of innovative way we've had to survive. Because we're not getting the kinds of support that we'll get, not from the ministry, not from the government, not from the NGOs. But we are a for-profit company. So maybe it makes it difficult for them. But we believe in for-profit, and we believe for the sustainability of all these models. It's not civilized to be asking Europeans and Americans to always send money to Africa. It's embarrassing. We want all those small businesses to be profitable for whatever it's worth. I mean, it's not much, $500 a year. That's how we have to beat. That's easy. We'll push them to $2,000 a year. That will have a bigger impact on our economy and will be more sustainable than anything any of the aid organizations has done in 50 years. I believe that. Bravo. Bravo et merci. Il est temps de conclure avec vous. Je ne vais pas conclure, mais je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont autour de moi à la tribune pour la qualité de leurs interventions, et puis vous tous qui avez suivi avec cette chaleur nos discours jusqu'à cette heure tardive. Je voudrais simplement répondre à Marc Guillaume que si les économistes ne se sont pas beaucoup intéressés jusqu'à présent à la consommation, je suis sûr que dorénavant ils vont s'y intéresser compte tenu de l'ampleur du sujet. Et je voudrais juste dire que moi-même, j'ai créé une chaire d'économie numérique à l'Université de Paris-Dauphine et qu'on mesure des comportements aujourd'hui avec médiamétrie et que les chiffres que nous obtenons sont totalement impressionnants par les équipements des ménages, la manière dont ils se comportent, les nouveaux usages, etc. Alors, je vais vous donner 2 chiffres simplement pour terminer sur une note un peu plus people, si je puis dire. D'abord, on a demandé récemment, il y a 2 mois, aux ménages, à quel âge on doit acheter un téléphone mobile à un enfant. Bon, 30% des Français nous ont répondu à 10 ans. Donc ça commence à dire. Moi j'ai tout de suite pensé pauvres professeurs dans les lycées, les collèges, quand ils vont avoir un tiers de la classe au minimum qui aura un téléphone mobile. Voilà ce genre de questions, donc ça prouve qu'il se passe des choses très importantes. Deuxième question beaucoup plus subtile qu'on a posée il y a un mois et demi. Est-ce que pour préparer vos vacances, c'est le moment, vous avez utilisé Internet pour louer, pour réserver, pour trouver un hôtel, pour trouver une location, est-ce que vous avez regardé des images, etc. 80% nous ont dit on a utilisé Internet pour préparer nos vacances, mais ça, c'est, j'allais dire, presque banal. Ce qui est moins banal, c'est que 90% nous ont dit qu'ils croyaient aux informations qu'ils avaient eues sur Internet. Alors là, on commence, nous, à en douter de la véracité de ces informations. Ce qui veut dire, me disent certains amis sociologues, que l'information verticale qu'on avait l'habitude d'avoir, je fais une campagne de pub où je dis, et ça descend du haut en bas, allez voir ce film, c'est plus ça qui marche. C'est mon voisin m'a dit que le film était très intéressant, donc l'information horizontale devient plus importante maintenant que l'information verticale. Vous voyez que nous aussi, à l'université, on commence à s'intéresser à ces questions, et je vous souhaite plein de choses, et la suite pour Aix demain.